Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, des ministres malgaches dans le viseur de la justice. Ils sont soupçonnés de corruption dans une affaire dite des tracteurs indiens. Au Libéria, la psychose gagne les chauffeurs de taxi moto. Ces derniers qui doivent régulièrement transporter des malades sont quotidiennement exposés au virus Ebola. Et puis, le nouvel an éthiopien a été célébré ce jeudi. Selon la tradition orthodoxe, chaque 11 septembre marque le début d'une nouvelle année. Mais tout d'abord et en bref, début ce vendredi des négociations directes entre mouvements armés du nord du Mali et autorités de Bamako à Alger. Au cours des 6 derniers jours, les groupes armés se sont régulièrement réunis pour tenter de trouver une position commune. Mais ce jeudi encore, aucun accord n'avait été trouvé. La présence d'une centaine d'hommes armés en uniforme burundais aurait été constatée dans l'est de la République démocratique du Congo. Une présence pourtant démentie par les gouvernements congolais et burundais ainsi que par la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Impossible donc pour l'heure de confirmer ou d'infirmer cette information. L'opposition burundaise a réclamé l'ouverture d'une enquête. On écoute à ce propos Gratien Rokundikiza, éditorialiste. La présence des militaires burundais au RD Congo ne fait pas de débat en fait. En effet, un accord a été signé entre les deux pays en 2010 pour permettre à l'armée burundaise d'entrer au Congo pour traquer d'éventuels rebelles. Mais là où le bas blesse, c'est surtout contesté par beaucoup de personnes au Burundi, notamment la société civile, c'est surtout la présence des miliciens qu'on appelle Imbonerakure qui portent la tenue militaire, qui accompagnent ces militaires burundais en même temps qu'ils font des entraînements. Tout ce qu'on sait, c'est que les Nations Unies contestent, ne confirment ou n'infirment la présence de ces miliciens. Certains observateurs ou même certains officiels burundais, y compris des ministres, affirment sous couvert d'anonymat qu'il y a la présence des miliciens Imbonerakure au Congo, mais que c'est de la haute politique. C'est un vrai sujet de débat au Burundi, notamment à la veille des élections qui vont se tenir en 2015. C'est une ascension fulgurante. Après seulement 6 années d'activité, le port de Tongemed 1 se hisse déjà au 55e rang mondial alors qu'il était classé à 72e l'année précédente. Il s'agit là de la plus forte progression enregistrée selon le classement mondial établi par Containers Management, une performance qui renforce la position du Maroc comme hub dans le commerce maritime. C'est une affaire qui risque de faire grand bruit à Madagascar. Plusieurs membres de l'exécutif ayant officié sous la présidence d'André Rajoelina ont été épinglés par la justice malgache. Tous sont soupçonnés de corruption. Explication avec Marina Vanier. Ils sont au total 3 ministres à devoir rendre des comptes à la justice malgache. Parmi eux, l'ancien ministre de l'énergie, Rodolphe Ramanantsoa. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption pendant que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Si le président de la République, Razdan Armapian, a déclaré ne pas vouloir faire de chasse aux sorcières, la justice et le Bianco, de leur côté, comptent démontrer non seulement leur indépendance, mais également le fait qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans le retour à un état de droit. L'ancien ministre actuellement en liberté provisoire verra son affaire jugée ce vendredi en compagnie de 10 autres personnes. Un autre ancien ministre, lui, est soupçonné d'être impliqué dans la revente de matériel roulant acquis sous le précédent gouvernement. Comme lui, l'ex-responsable du tourisme sous le président Rajoelina est également suspecté de corruption et sera prochainement convoqué par la justice. La précédente opération conjointe du secrétaire d'État à la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, qui a permis la saisie de plusieurs milliers de rondins de bois de rose et qui a mené à l'arrestation et à la poursuite de plusieurs trafiquants notoires, font partie de ces actions qui démontrent la volonté des dirigeants et notamment de la justice de mettre fin à l'impunité et à la corruption dans tous les domaines, mais surtout à tous les niveaux. Depuis sa nomination en juin dernier, le nouveau directeur Jean-Louis Andria Mifidi s'est attelé à remettre de l'ordre dans l'administration, notamment à de hauts niveaux politiques et sociaux.
Dans l'actualité également, Laurent Gbagbo sera bien jugé. La nouvelle a été confirmée ce jeudi par la Cour pénale internationale. La chambre préliminaire de la CPI rejette ainsi le dernier appel formulé par ses avocats de l'ancien président ivoirien poursuivi pour 4 charges de crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale de 2011. Une nouvelle qui a été diversement accueillie par la population ivoirienne et la presse locale. Le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. À Monrovia, capitale du Libéria, la psychose gagne les chauffeurs de taxi-moto qui craignent d'être touchés par l'épidémie. S'ils prennent quelques mesures de sécurité, ils s'estiment démunis face aux risques qu'ils encourent au quotidien. Guillaume Durand. Avec près de 2300 victimes du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, la psychose grandit au cœur de la population. Dans la capitale libérienne, les chauffeurs de taxi-moto expriment leur crainte de contracter le virus. Ce mode de transport est en effet le plus emprunté à Monrovia. Plus rien ne va parce que le virus Ebola met notre activité à mal en ce moment. Les gens ne se déplacent plus comme avant. Le risque est plus grand pour nous parce que nous transportons des personnes que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas protégées. Nous avons peur de prendre ces passagers. Beaucoup préfèrent prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Nous conduisons des gens que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas s'ils ont contracté le virus. Pour prévenir ce risque, nous utilisons un désinfectant, une eau chlorée à chaque fois que nous arrivons à un point. Nous nous lavons les mains à chaque fois qu'un client nous remet de l'argent avant de le mettre dans nos poches. Ce sont là des mesures dérisoires que nous prenons. L'épidémie a commencé à se propager en décembre dernier, mais près de 2/3 des cas et des décès au Libéria se seraient produits dans les dernières semaines selon les rapports. Devant l'Organisation des Nations Unies, mardi 9 septembre, le ministre libérien de la Défense, Brownie Samoukai, tirait le signal d'alarme, précisant que le manque de moyens face à Ebola menaçait l'existence même du Libéria. Le verdict est tombé ce vendredi. Après 6 mois de procès, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le champion paraolympique comparaissait pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp le 14 février 2013. Il reste donc en liberté sous caution en attendant l'audience du 13 octobre prochain qui fixera sa peine. Un verdict qui divise l'opinion sud-africaine. On écoute à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Une grande partie de la population, et on va dire la population noire, est un peu dubitative par rapport au verdict. Et parmi mes contacts sud-africains, certains ont dit que c'était mieux que rien, parce qu'on s'attendait hier à ce qu'il y ait un acquittement. Or là, il y a quand même meurtre, mais sans préméditation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va être condamné au sursis, s'il va faire sa peine en prison, on n'en sait rien, et pour combien de temps. Parce qu'il n'y a pas de plancher minimum en Afrique du Sud pour ce type de cas. Ce qu'il faut noter, c'est un signal, entre guillemets, en faveur des femmes. Parce que comme on sait, en Afrique du Sud, les femmes sont les premières victimes de violences. D'autant plus que ce monsieur avait déjà été violent avec une de ses anciennes petites amies. Je pense que ce monsieur doit absolument faire un séjour en prison pour marquer le coup, pour faire réfléchir. L'Éthiopie a célébré son nouvel an ce jeudi 11 septembre selon le calendrier julien construit sur le modèle de l'ancien calendrier égyptien. À l'occasion pour la population de revêtir des costumes traditionnels et de répandre des chants religieux. Yohan Diameta. Depuis jeudi, l'année 2006 est terminée pour laisser place à 2007. Du moins, c'est le cas en Éthiopie où, selon la tradition orthodoxe qui respecte le calendrier julien, la nouvelle année débute chaque 11 septembre, date considérée comme la fin du déluge, tel qu'il est raconté dans la Bible. Un événement primordial pour les Éthiopiens qui serait la deuxième population dans l'histoire à avoir été christianisée. À cette occasion, les jeunes filles de la maison des enfants de Ketchéné entonnent dans les rues d'Addis Abeba les chants traditionnels du Nouvel An. L'abbé Bayehosh. Depuis que nous avons créé le groupe il y a 4 ans, nous chantions seulement au domicile dans notre quartier. Cette année, nous avons décidé de revêtir ces vêtements traditionnels pour sillonner notre quartier en chantant.
Un respect et une perpétuation de la culture éthiopienne qui réjouissent la population et qui, bien que favorable à la modernisation de la pratique du Nouvel An, reste attachée à l'héritage du passé. Je suis vraiment heureuse que les gens cherchent à faire revivre les vieilles traditions. Elles reviennent au goût du jour et c'est vraiment très appréciable. D'autres encore souhaiteraient aller plus loin dans la conservation des coutumes traditionnelles et estiment qu'elle pourrait être une véritable manne financière. Il faut introduire ces chansons dans les programmes scolaires. Le ministère de la Culture et du Tourisme devrait comprendre que c'est une grande richesse qui nous rend uniques par rapport au reste du monde. Elle pourrait même être une source de tourisme. Les touristes pourraient venir y assister. Ainsi, il faut comprendre que ça pourrait être une source de revenus. Prochaine étape du calendrier liturgique éthiopien, le 27 septembre. C'est à cette date que la population célébrera la fête du Meskel, qui commémore, selon la tradition, la découverte par l'impératrice Hélène de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.